Bonjour à tous. Donc on va démarrer cette table ronde qu'on vous propose de traiter autour du thème de la démarche collective autour de la trajectoire d'innovation. Donc on est ensemble jusqu'à 10h30 et je vais passer la parole à Romain Domicy, voilà, qui va présenter les différents témoins intervenants. Peut-être un petit point d'intro sur cette question de la démarche collective, l'innovation comme une démarche collective. Ce qu'on a entendu hier, on a eu au trophée le grand saut dans le vide notamment. On a aussi eu Patrice hier qui a défini cette innovation, y compris par cette rupture, le fait de se lancer dans quelque chose de neuf avec cette ambition de le consolider. Et en fait, l'un des objectifs de cette table ronde, c'est de mettre en résonance des démarches individuelles et comment, à partir d'initiatives de quelques-uns, ou plutôt comment ça sollicite un espace collectif, le besoin d'un collectif pour produire ces innovations, pour tirer ce fil des innovations. Alors pour parler de tout ça aujourd'hui, comme le temps est un peu compressé, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, on a Marie Papin qui va notamment, qui est accompagnatrice cooptère et qui va nous parler notamment de questions de gestion des déchets, prévention dans les collectivités. On a, je vais faire dans l'ordre, Thierry, c'est pas l'ordre de passage, vous verrez après. On a Thierry Debuc, qui est donc intervenant chercheur à Athémis, qui est aussi, qui porte la formation des accompagnateurs et une communauté d'accompagnateurs aussi au sein d'Athémis et en lien avec l'Institut. On a Philippe Glorian, qui est le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Glorian Bureautique, qui est à Ardres, dans le Pas-de-Calais, et qui va nous parler donc là de son expérience personnelle. Et puis, tout à ma droite, juste à ma droite, Élodie Guyot, qui est, comme vous le voyez par son écharpe orange, nous vient d'Occitanie et est secrétaire générale du club Terre de FC Occitanie, et donc l'animatrice d'un club territorial, comme il en existe beaucoup d'autres. Maintenant, vous êtes rompu à cette information. Je te laisse peut-être nous guider du coup, dans la suite. Eh bien, en fait, on va proposer donc à chacune d'apporter un témoignage. On a prévu du coup des témoignages en 2 temps pour aussi favoriser le rebond possible sur la base des témoignages que vous allez apporter. Et on a prévu un ordre de passage en proposant à Philippe Glorian de débuter du coup voilà, cette table ronde en tant que témoin et de pouvoir apporter un retour d'expérience, un témoignage sur l'organisation que vous avez mise en place dans votre entreprise pour voilà, soutenir cette trajectoire d'innovation. Bonjour. Le parcours EFC, c'est pas anodin. Donc en 2016, c'est vrai que je rencontre avec la région Romain. Et là, j'ai mis en tout cas quelque chose de très fort dans l'entreprise, c'est que je me suis posé beaucoup de questions sur mon modèle économique. Et c'est vrai que le fait de mettre à plat un modèle économique, déjà, j'en avais pas réellement besoin. En fait, c'est aller chercher chez moi toute une posture en tant que dirigeant par rapport à la fois la clientèle et puis aussi en interne dans l'entreprise sur les collaborateurs. Et donc, dans ce parcours, en fait, j'ai changé beaucoup de choses. C'est vrai que je peux en parler longtemps, mais en fait, le plus important, c'est qu'en fait, on évolue sur sa posture de dirigeant et on évolue aussi sur ce qu'on apporte aux collaborateurs. C'est-à-dire, on change les lignes et on leur fait prendre conscience en fait qu'il faut aussi penser, c'est pas seulement être dans la tâche. Et souvent dans l'entreprise, on a des collaborateurs qui sont dans des tâches au quotidien et en fait ils se voient pas travailler. Et la deuxième chose, c'était... vas-y. Peut-être Philippe, tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est l'entreprise Glorian Bureautique, ton métier. Oui, en fait, c'est vrai que j'ai tendance à ne plus en parler parce qu'en fait, en prenant un peu d'âge, je me rends compte que peu importe le métier, c'est surtout la posture du dirigeant, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai créé il y a 30 ans une entreprise donc, qui porte mon nom et qui est dans le domaine de la bureautique, l'informatique. Et je pense que c'est un prétexte. En fait, peu importe ce qu'on fait, le métier en lui-même, moi, c'était un hasard, en fait. Il y a très longtemps, quand je suis rentré dans le domaine de la bureautique, je me suis rendu compte que sur le territoire, on va en parler peut-être après, je pense que certains fabricants ne savent pas
sont déconnectés en fait du territoire. Et moi, j'ai voulu revenir là où j'habitais, où je suis né. J'ai voulu tout simplement pratiquer ce que eux faisaient à une grande échelle. Et donc, je voulais le faire surtout localement. Et donc voilà, j'ai 15 collaborateurs. Je suis situé dans le Pas-de-Calais. Et donc j'ai rencontré en 2005 le CJD. Et c'est vrai que j'ai appris un vrai métier. Donc je sais qu'il y a quelques JD, il y en a même beaucoup dans le Nord, et voir ici dans la salle. Et c'est vrai qu'il y a un lien, il y a un très fort entre le CJD et le Club Noé dans le Nord. Et puis enfin dans le parcours EFC. Donc, pour revenir sur l'aspect innovation, donc tu fais le parcours EFC et qu'est-ce que tu mets notamment sur cette question du rapport avec l'expérience de travail de tes collaborateurs? Comment est-ce que toi, tu nourris cette affaire-là maintenant, aujourd'hui, dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu crées comme dispositif d'innovation? En fait, je pense que la plus grande difficulté, c'était déjà sur son modèle. C'est vrai en fait, moi, je suis pas un théoricien, je suis plutôt pratico-pratique et je suis plutôt un homme de terrain. Donc, c'est vrai que toutes ces notions, ces concepts, tout ce qu'on a pu évoquer pendant le parcours, c'était c'était de l'analyse théorique. Et c'est vrai que moi, je ramenais ça toujours aux pratiques. Et je me souviens de certaines anecdotes où je me disais, mais en fait, les clients, je les connais très bien, puisque comme je suis un homme de terrain, on est plutôt dans des forces de vente. Donc, on a l'habitude, on connaît très bien nos clients. Et en fait, je m'étais posé la question, justement, et ça s'est révélé, c'est de dire, mais en fait, est-ce que je les connais réellement? Est-ce que je m'intéresse à eux? Parce qu'en fait, notre métier, c'est de l'analyse. On appelle ça l'analyse des besoins. Mais en fait, le besoin, c'est quoi le besoin? Parce que nous, on s'occupe du document, c'était notre métier au départ. Et le besoin, c'est comment, dans les structures, comment les gens utilisent le papier, puisqu'à l'époque, on parlait du papier. Aujourd'hui, on parle de l'information. Et toute cette analyse, c'était intéressant d'aller un peu plus loin et de dire, mais en fait, je ne les connais plus. Et il faut peut-être se reposer la question et justement d'avoir cette observation, d'avoir cet œil. Donc toi, tu parles des pratiques réflexives, c'est ça. Moi, je ne connais pas du tout. Hein. C'est quelque chose, pour moi, c'est compliqué. Mais en fait, sans le faire exprès, j'analyse, en fait. J'observe déjà, j'analyse beaucoup les clients et c'est ce que j'ai fait aussi avec les collaborateurs. Et en fait, toute cette pratique-là a fait que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un petit peu à côté de certains clients. Parce que c'est très dur de collaborer avec un client, c'est très très dur. Sauf si c'est un ami, on peut toujours parce qu'il y a toujours le monétaire, hein, on en parlait, c'est avec Romain. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de freins, de contraintes quand on parle d'argent. Et quand on enlève ça avec certains amis, ça permet justement d'aller plus loin dans le questionnement et de connaître vraiment le besoin réel, c'est-à-dire comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait tous les jours, se mettre dans sa posture à lui. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais en fait, c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Vraiment, en tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup. Souvent, j'ai pas l'impression de travailler. C'est pour ça que peu importe le métier, je pense il faut vraiment se mettre en posture plus d'observation, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Et il y a un lien très fort, puisque moi, j'aime l'aviation, et eux, ils sont très très bons dans le briefing, le vol et le débrief. Et c'est vrai que ça, je le fais de plus en plus dans l'entreprise, c'est-à-dire même avec les collaborateurs. Moi, je suis pas très réunionite, je suis plus comment dire, tout ce qui est informel. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est plus facile d'être avec un collaborateur ou même avec un client sur son lieu de travail et d'être dans le questionnement, mais très proche. Et là, on libère complètement la parole, quoi. Merci. Alors peut-être pour centrer sur les quelques innovations, en tout cas moi qui ai retenu mon attention quand on a discuté, il y a d'une part le fait d'avoir organisé aussi en interne des temps qui sont dédiés justement à cette connaissance de la demande réelle des clients. Il y en a une deuxième, je trouve, qui est intéressante, c'est comment aussi tu as développé tout un déplacement d'anticipation. On parlait hier entre maintenance préventive et maintenance curative. Il y a aussi dans la suite cet aspect-là. Et puis, est-ce que tu as mentionné un tout petit peu là d'une innovation avec un ami, c'est-à-dire comment aussi tu fais des formes d'expérimentation, et notamment avec un autre qui était dans le parcours avec toi, où tu t'es lancé aussi sur cette forme un peu exploratoire, mais à partir du réel, et comme tu dis, en neutralisant la partie financière. Tu peux nous en dire deux mots de ces
peut-être ces 3 points-là. En fait, on est vraiment, donc ça s'est révélé pendant le parcours, on est vraiment sur un modèle économique, j'allais dire, qui tend, je ne vais pas dire à disparaître, mais sur un modèle industriel. Et c'est vrai que nous, en fait, notre rémunération au niveau serviciel, au niveau maintenance, il faut savoir que c'est à peu près 50-50 de chiffre d'affaires. C'est à peu près 50% sur la partie business pur, et puis la partie maintenance. Et c'est vrai que la partie maintenance, donc moi j'ai peut-être la chance, c'est que j'ai pas vu d'impact du tout avec la Covid, etc. Mais les fabricants l'ont eu, ils ont eu moins 30% de print en moins. Et c'est vrai que pour eux, c'est une vraie catastrophe. Donc moi je l'ai pas vécu directement, puisque les petites structures sont moins impactées. Et en fait, je pense, donc j'essaye en tout cas, et je suis dans une réflexion profonde depuis quelques années sur comment je peux modifier mon modèle de facturation servicielle. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, en fait, on apporte un service qui n'est pas rémunéré, qui n'est vraiment pas rémunéré. Et pourtant, on en fait vraiment beaucoup. Donc moi, j'ai mes équipes, justement, au niveau technique. Je leur ai toujours dit, il faut être très généreux avec un client. Mais le problème de la générosité, c'est qu'on a du mal dans le temps à poser des jalons en disant, voilà, il faut 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et on a toujours des clients où ça déborde. Et donc, en fait, l'idée, justement, c'était d'observer ça chez les clients et de leur dire, bah, on va créer autre chose. Donc, j'ai créé un service online, j'ai embauché un informaticien que je n'avais pas à l'époque. Et ça, c'est tout ce parcours qui m'a fait prendre conscience de ça. Après, je me suis posé aussi la question, puisque nos fabricants, en fait, ne nous aident pas. Ils nous vendent des machines, mais ils innovent sur les produits, mais ils innovent pas du tout sur le service. Ils sont toujours sur un modèle. Moi, ça fait 30 ans, 35 ans que je fais ça. Et on est toujours sur le même modèle. Et en fait, l'idée, c'était de dire comment je peux prévoir. Et en fait, c'est une cliente un jour... parce qu'il faut vraiment les écouter, il faut écouter ceux qui utilisent. Et j'ai une cliente qui m'avait dit, elle n'était pas contente, donc voilà, ça peut arriver malheureusement, et elle me dit, écoutez, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Et en fait, elle m'a dit quelque chose de très juste, et elle m'a dit, écoutez, pourquoi vous ne savez pas quand je suis en panne ? C'est intéressant, je dis, ouais, ok. Mais je dis, si vous ne nous appelez pas, on ne peut pas le savoir. Donc ça, c'est sur un schéma ancien. Et j'avais mon responsable technique qui me dit, bah, si elle ne nous appelle pas, on ne peut pas y aller. D'accord, ok, c'est intéressant. Et donc, du coup, je me suis posé cette question en disant, mais est-ce que moi, je ne peux pas savoir avant, puisque les machines, elles sont tellement intelligentes, il y a tellement... Il faut savoir que c'est de l'informatique très poussée. Donc, en fait, on a toutes les informations qui nous arrivent. Mais nous, on n'a pas les outils pour ça. À notre niveau, on ne les a pas. Par contre, les fabricants, ils les ont. Et donc j'ai fait, justement, j'ai sollicité mon fabricant, et c'est vrai qu'en fait, ils avaient des outils dans les tiroirs. Et donc j'étais le premier en France à avoir cet outil-là. C'est un outil qui permet à la fois d'interroger la machine à distance, mais aussi d'avoir des informations ce qu'on appelle le push and pull, qui nous revient. Et après, il suffisait d'avoir des outils en interne avec des écrans ou tout ce que vous pouvez imaginer en nouvelles technologies pour avoir les informations et les traiter. Et c'est vrai qu'à travers toutes ces réflexions de FC, justement, je me suis dit, mais tout compte fait, à mon petit niveau, je peux solliciter des fabricants et je peux même les intéresser. Donc c'est même aller un peu plus loin, c'est qu'ils sont venus chez moi, ils m'ont donné l'outil que j'utilise toujours. Donc j'ai répondu à une cliente, j'ai vraiment répondu à un vrai besoin que j'imaginais même pas. Et il faut savoir qu'il y a eu 2 effets derrière, un effet positif et négatif. L'effet positif, c'est qu'au niveau national, on m'a dit d'intervenir, parce que cet outil-là, ils voulaient le vendre aux autres partenaires. Et en fait, j'étais à l'initiative, sans le savoir. En fait, je ne l'ai pas fait exprès. C'est ce que je disais, ça vient de la cliente. Et à côté de ça, j'ai perdu mon responsable technique, puisqu'il n'était pas d'accord avec cette méthode, puisque pour lui, le curatif, c'était son... Comment dire ? Sa fabrique, quoi. Pour lui, c'était important de faire le pompier tous les jours. Mais moi, pas du tout. Donc, en fait, on a tout transformé à travers un outil, un ERP. Et donc, voilà, donc j'ai évolué. Merci Philippe. Juste pour mettre un peu en perspective, quand même, c'est pas rien parce que c'est un fabricant international. Les fabricants de machines, c'est pas des boîtes qui sont à Ardres ou même à Calais. Là, le fabricant en question, il est à l'autre bout de la planète, parce que c'est une marque japonaise, on va pas les citer. Mais on a quand même, pour la dimension collective, c'est de voir que ça passe par l'interrogation d'une cliente,
c'est discuter aussi en interne sur ce vrai besoin, parce que là, on est un peu court en temps, mais c'est aussi une discussion entre la personne qui est à l'accueil, les gens qui sont techniciens, et puis l'ajout de nouvelles compétences. Donc c'est aussi un aspect assez collectif de cette affaire-là, et une innovation qui passe par la relation avec un fabricant. Et on a quand même une entreprise de 15 personnes du Pas-de-Calais qui devient le premier développeur en France d'un service que ne savait pas développer une multinationale de son côté. Donc c'est quand même pas rien. J'aime bien le mettre en lumière quand même, parce que Philippe, il est très humble, il raconte ça comme si c'était tranquille et facile, mais c'est quand même quelque chose. Alors, je propose, Élodie, que tu puisses témoigner sur le rôle du club territorial en EFC que tu représentes. Voilà, quels sont finalement les dispositifs de soutien? Comment le club peut venir en soutien de la trajectoire d'innovation des acteurs, dont les entreprises? Donc, je vais commencer par présenter le club, comme ça on sait ce qu'on fait. Donc, Terre de EFC Occitanie anime une communauté de pensée et d'action auprès d'acteurs économiques qui s'engagent à transformer leur cœur de métier avec le référentiel économie de la fonctionnalité et de la coopération. J'aime particulièrement le mot animer, parce que j'ai un pote, Didier, dans la salle, là, qui un jour, Didier m'a dit animer, c'est mettre de l'âme dedans. Ouais, trop cool, c'est ce que je fais. Et c'est ce que contribue plus globalement à faire l'association. On a 3 domaines d'activité. Un premier domaine d'activité qui est de la sensibilisation et de la culturation des acteurs économiques qui le souhaitent, où on les interpelle en fait au modèle économique actuel et on les invite à faire un pas de côté avec le référentiel économie de la fonctionnalité et de la coopération. L'occasion aussi de mettre en lumière des trajectoires de nos adhérents et comment est-ce qu'ils transforment leur modèle économique, voire même parfois l'occasion aussi de témoigner. C'était le cas la semaine dernière avec Erwan Trotto, que vous avez vu hier soir, qui a témoigné avec moi sur un webinaire. On a un deuxième domaine d'activité qui est faire communauté, se soutenir, s'entraider. Et donc, on a des espaces d'échange et de pratique dans lesquels nos dirigeants, nos accompagnateurs, les acteurs publics avec qui on travaille, on prend le temps d'échanger. Et puis, on a un troisième domaine d'activité qui est le domaine d'activité historique de l'association, qui est l'accompagnement. L'accompagnement au changement, à la transformation et à l'innovation. Et donc, je vais commencer par ça pour rentrer dans le réel et dans le concret, puisque si on ne passe pas par le concret, on s'ennuie un peu. En tout cas, c'est mon cas. Et comme vous avez déjà rencontré Sapoval hier soir, et ben on continue avec Sapoval. On a fait un truc sympa avec la société Sapoval qui est dans les enjeux de valorisation d'un précieux qui est l'eau, qui est à partir d'une demande, parce qu'au départ c'est une demande, vous le savez tous, à partir d'une demande du dirigeant de faire évoluer son offre de service. L'association a été en capacité d'identifier les compétences clés qu'il fallait rassembler autour du dirigeant et de ses parties prenantes. Et donc, on a fait émerger un groupe de consultants, comme ça qu'on dit, moi je préfère le terme accompagnateur, des consultants indépendants, aux compétences complémentaires, des gens avec des compétences en stratégie, en ergonomie, en facilitation, en design, en vidéo, en mise en récit. Et on a aggloméré l'ensemble de ces compétences-là au service de quelque chose qui a eu besoin de se cheminer entre une demande et un véritable besoin. Et on a accompagné Sapoval dans la transformation de son modèle économique et au-delà de ça, dans une trajectoire de son entreprise. Et pour faire ça, on est passé par... Donc là, la première étape, c'est émergence d'un écosystème entre acteurs de l'accompagnement, qui soutient l'innovation, qui est clé en fait. On a besoin d'accompagnateurs qui savent soutenir la transformation des organisations qui le souhaitent. La deuxième étape, ça a été d'amener progressivement la société Sapoval à embarquer les collaborateurs et les clients, les partenaires. Et donc, on a fait des réunions en intelligence collective sur lesquelles ils ont bossé sur la cartographie de leur boîte. Et puis, à partir de la cartographie, en ayant explosé la relation juste purement client-fournisseur, mais en identifiant les acteurs complémentaires, les prescripteurs, etc. On a imaginé une journée d'open innovation au cours de laquelle la moitié de la boîte était présente en interne, et puis des clients étaient là, des prescripteurs, des partenaires complémentaires, et pendant une journée entière, ils se sont mis au service, et ça c'est énorme, ils se sont mis au service de la préservation de l'eau,
Et ils ont réfléchi ensemble comment est-ce que, au travers de l'écosystème, parce que c'est un écosystème territorial qui était présent là cette journée, comment est-ce qu'ils pouvaient contribuer justement à prendre soin de cette ressource si précieuse qu'est l'eau. Et ça a créé plusieurs effets pour Sapoval. Un premier effet que nous on n'avait même pas imaginé, parce que c'est la première fois alors on découvrait les effets utiles, c'est ce sentiment de, en tant que collaborateur, il y a comme un discours intérieur qui réinterroge la vision que portent les gens et comment est-ce que cette vision elle vient en écho avec ce pourquoi j'ai décidé de bosser dans cette boîte. Et ça me donne envie de continuer à travailler là-dedans. Tu le confirmes, Erwan, ce que je dis ? Ouais, super. Et quelque chose aussi autour des acteurs complémentaires qui ont envie de faire partie de ce délire commun, préserver l'eau dans le territoire albigeois. Et donc ça rassemble des liens qui font émerger derrière des coopérations où je sais qu'ils vont développer des relations particulières, soit avec des clients, soit avec des partenaires complémentaires qui permettent de faire évoluer l'offre de Sapoval. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Je ne sais pas si je continue encore. Je trouve qu'il est très ancré, donc merci de cet exemple. Je pense qu'on va faire circuler la parole et tu auras la possibilité d'enrichir dans un deuxième temps de prise de parole. Et en tout cas, ça illustre bien à la fois la contribution du club dans cette démarche collective et puis la facilitation autour d'un exemple d'entreprise pour mobiliser autour de l'entreprise aussi d'une manière collective les différentes parties prenantes. Ce que je peux peut-être rajouter sur cet exemple-là, parce que peut-être que j'y reviendrai pas, c'est que le pari qu'on avait fait et la demande qui avait été formulée par le dirigeant à l'époque, c'était de nous dire tout votre jargon là, si on pouvait s'en passer, ça serait bien. Alors nous, on sait que le jargon, il sert à quelque chose, il sert à soutenir une pensée et à faire perdurer l'action en conscience. Mais on comprend qu'au démarrage, ça ne marche pas. Et donc, c'était la promesse avec Erwan. Je ne sais pas si on la tient totalement, mais je crois qu'on est plutôt assez bon parce que j'entends depuis 3 jours Erwan me dire « Je pense que c'est le moment où je retourne un peu au concept. » Et donc, je me dis « C'est cool. » C'est-à-dire que en passant à l'action, à un moment donné, on a un dirigeant qui se dit « Tiens, il y a un moment donné où il faut que je commence à conscientiser ce que je suis en train de faire. Les concepts vont m'aider à le faire. Pour une fois, les concepts aident à quelque chose en conscience. » J'ai envie de dire « Nous, on le sait que ça marche, mais pour les patrons de boîte, c'est un peu comme ça. » Et ce qui est intéressant, c'est le retour de Maxime, le directeur. Maxime, qui est un des collaborateurs historiques de la société, qui n'est pas passé par du tout l'état des concepts. Et on fait des demi-journées de découverte de l'économie de la fonctionnalité. Donc vous imaginez, l'entreprise, ça fait 2 ans qu'elle est en trajectoire EF, et tout d'un coup, il y a Maxime qui débarque sur découvrir l'économie de la fonctionnalité. C'est un peu rigolo pour nous, mais on se dit, tiens, viens, on va voir ce qui se passe. Et en fait, c'est énorme parce que pendant la demi-journée, Maxime, il passe sa demi-journée entière à faire le lien entre ce qu'on est en train de lui partager sur les grands enjeux en matière d'économie de la fonctionnalité, les grands piliers, l'attention que l'on porte et la façon avec laquelle on veut y aller. Donc évidemment, il y a un peu de concept, mais hyper light. Genre, on ne parle pas externalité, on parle impact. Et quand c'est un peu mature, on parle effet, quoi. Et donc, et tout au long de cette demi-journée, Maxime, il fait le lien entre son travail, ce qu'ils ont mis en place là, et comment c'est en train d'évoluer, et comment il y a de la reconnaissance auprès des collaborateurs, comment il nourrit la confiance, comment c'est important en fait de continuer à faire ça. Tu vois, il y a quelque chose qui s'engrange comme ça. Et c'est aussi cet espace d'échange et de partage au travers d'un autre dispositif que propose l'association, qui permet comme ça aux dirigeants de diffuser au sein de son entreprise le référentiel EF et d'avoir un max de collaborateurs qui contribuent à la transfo. Moi, dans ce que tu nous as présenté, Elodie, j'entends des trucs qui vont faire des liens avec d'autres. Il y a cette question de communauté, notamment d'accompagnateurs. Thierry va nous en parler aussi, de comment on fait justement, parce que c'est aussi des métiers habituellement solitaires qui ont du coup le besoin de se penser comme complémentaires et travailler ensemble. Donc ça, c'est un sujet, on voit que... Et on voit comment c'est connecté à un besoin des dirigeants qui ont aussi qui travaillent dans quelque chose qui déborde simplement. Je me laisse rajouter un truc là-dessus. Ouais. C'est qu'en fait, c'est hyper challengeant. Ouais, on peut ne pas m'arrêter, hein. Mais c'est hyper challengeant. Mais là, on va mettre en difficulté. Donc je fais 2 minutes, c'est-à-dire que y a un énorme travail à faire de
coopération entre les acteurs de l'accompagnement, qui sont en général des individus qui accompagnent seuls dans leur métier et qui ont besoin de prendre le temps de comprendre de comment il pense l'autre là. Putain, il pense pas comme moi, ok. Et c'est important que je me mette à comprendre comment lui il pense. Et il y a une partie de mon travail qui est nécessaire pour que lui fasse bien son travail, ou elle, parce que parfois c'est pas que des mecs quand même. Et donc il y a un énorme enjeu de coopération, et c'est pour ça qu'on a un collectif dont on s'est inspiré dans les Hauts-de-France qui s'appelle Réflexivité et bière, où on boit pas assez de bière, d'ailleurs on s'est dit plusieurs fois, on fait trop de réflexivité, mais à la fois c'est génial, et on soutient en fait un espace de professionnalisation entre accompagnateurs qui, je l'ai dit, est essentiel dans le phénomène de démultiplication. Je me tais. Donc, parce que cet aspect-là, accompagnateur, donc Thierry va nous en reparler, il y a un aspect aussi que tu as dit de mise en valeur, révélation aussi des innovations. C'est un peu ce qu'on a fait avec toi, Philippe, c'est-à-dire là de montrer que c'est pas des petites choses qui sont faites comme ça dans leur coin, mais ça résonne un peu plus largement. Et puis, Philippe, tu parlais aussi d'un autre lien que tu as fait pour le coup, c'est cette question d'un collectif ancré, d'une question territoriale. Et ça permet de passer notamment à toi, Marie, parce que on pourrait dire qu'il y a la dynamique entrepreneuriale d'un côté, avec une initiative où on voit, pour reprendre Philippe, il y a besoin des clients, il y a besoin des équipes, il y a besoin des partenaires, notamment fabricants. Et puis ça peut résonner à l'échelle d'un club, avec on a besoin d'accompagnateurs, on a besoin de sensibilisation, on a besoin d'acculturation qui se produit comme ça. Et ensuite, mais comment ces aspects-là aussi, quand on rentre plutôt par la question, on pourrait dire d'une thématique, on parle de sphère fonctionnelle pour faire un peu de jargon aussi, ou plutôt du concept, parce que c'est pas vraiment du jargon, c'est dans le concept. Et du coup, cette sphère fonctionnelle, quand on parle gestion de déchets notamment ou prévention, est-ce que tu peux nous dire, Marie, toi, comment tu as une entrée sur cette question-là ? Je me demandais quand j'allais raccrocher les wagons. Donc du coup, effectivement, moi je voulais vous parler aujourd'hui de l'entrée collectivité. Et notamment à travers ce que je connais, du coup, l'entrée collectivité à travers la compétence de gestion des déchets, qui, alors je ne vais pas forcément parler d'un truc qui marche très bien aujourd'hui avec l'EFC, mais qui est une piste, enfin où l'EFC est une piste. Aujourd'hui, donc les collectivités, les intercommunalités ont la gestion de la collecte et du traitement des déchets et de la prévention des déchets, avec des réglementations qui s'amplifient aujourd'hui sur les diminutions d'ici à 2030. Enfin voilà, il y a de nouvelles réglementations. Et pourtant, dans le même temps, les collectivités continuent de fonctionner parfois avec des prestataires de collecte qu'elles rémunèrent à la tonne collectée. Et donc du coup, on se rend bien compte que la visée portée par la collectivité, qui est la réduction de la production de déchets, est complètement pas en adéquation avec la visée du prestataire de collecte qui, lui, va avoir un intérêt à toujours collecter plus. Et donc, ça demande de réinterroger la relation qui se joue entre les deux. Peut-être pour bien comprendre pourquoi on en arrive à l'EFC, c'est la notion de ce que c'est qu'un déchet aujourd'hui. Alors, il y en a qui l'ont peut-être vu hier à la fabuleuse cantine parce qu'on en a un peu parlé. Un déchet, c'est un objet ou un bien dont l'usager veut se défaire. Et donc, on a une notion de subjectivité qui vient dans l'usage du produit, dont on fait du produit. Et donc, quand on vit dans une société de consommation, d'hyperconsommation, forcément, on produit des déchets de plus en plus. Et donc, ça réinterroge la collectivité et le service déchets de la collectivité, puisque son objectif, qui est la diminution des déchets, il n'a pas du tout la main sur les modes et les usages de consommation des citoyens du territoire. Il n'a pas du tout la main aujourd'hui, enfin en tout cas, même à travers un service de prévention des déchets, il n'a pas la main sur l'usage des biens et sur la consommation du service. Presque la gestion des déchets, c'est pas une sphère fonctionnelle. Presque la gestion des déchets, c'est l'externalité négative de la société de consommation. Et donc, du coup, on arrive à avoir une collectivité qui a besoin de retravailler, de repenser avec ses prestataires de collecte, mais pas seulement, du coup. On voit qu'elle a besoin de trouver des solutions pour, si ce n'est pas produire de déchets, à minima, trouver des solutions pour ne pas gérer, collecter, traiter des déchets qui n'en sont pas. Donc, qu'un prestataire aujourd'hui qui fait que de la collecte puisse travailler avec un prestataire qui va faire du compostage pour enlever la partie biodéchets, qui va faire de la valorisation en déchetterie pour sortir des produits qui peuvent être réparés, etc., etc., etc. Et donc, ça fait tout un
panel d'acteurs qui ont besoin de rentrer en réseau et qui ont besoin de travailler ensemble. Là, dans ce que tu nous présentes, du coup, on voit bien cette dimension collective, mais j'entends aussi la question un peu le saut culturel, de sortir de la trajectoire volume de l'affaire, qui est d'ailleurs très, très en lien avec ce que disait Philippe sur l'unité de facturation au papier. Si je vais très vite, tu me pardonnes, Philippe, pour rentrer sur à quoi ça sert, c'est-à-dire quel service ça rend, quel usage. Et qu'on soit sur le déchet ou sur la bureautique, en fait, on a cette même difficulté qui est la logique de volume. Et derrière cette logique de volume, il y a du coup comment ça déplace les acteurs. Tu parles là de prestataires, qui est le mot actuel qu'on utilise, où on voit bien qu'ils sont chacun sur des petits bouts, et on fait un agencement du système de prestataires pour tenir le traitement des déchets. Et pour aller sur quelque chose qu'on a évoqué notamment hier, sur cette dimension d'écosystème coopératif. Est-ce que du coup, toi, dans les projets sur lesquels tu es engagé, notamment à travers Coopter, tu peux nous dire deux mots du coup de comment tu envisages ce déplacement vers du coup cet écosystème coopératif? Par quoi ça passe? Alors, j'invente rien. Il y a déjà des gens qui ont essayé de travailler les dernières années sur ce changement-là, et donc notamment dans la gestion des déchets, il y a des travaux qui ont été menés par notamment des collectivités sur l'idée de penser le marché de collecte des déchets par un marché global de performance, comme on le voit en s'appuyant sur ce qui a été fait sur l'énergie. Mais à la différence de l'énergie où l'usager, le bénéficiaire final, il a un lien très fort avec sa contribution monétaire, dans les déchets, c'est pas vraiment le cas. On n'a pas la même logique. Et en plus de ça, une fois que le déchet il est produit, c'est une question de salubrité publique. La collectivité, elle se doit de le collecter. Donc on n'a pas le même rapport avec l'usager. Donc les contrats de performance déchets qui ont été travaillés, ils ont essayé de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes. On a eu des témoignages hier, d'ailleurs à l'atelier, à l'atelier sur les marchés publics et l'économie de la fonctionnalité, et on voit le besoin d'alignement des planètes qui est encore nécessaire entre un service technique qui va faire du sourcing, qui va aller chercher des prestataires qui pourraient répondre ensemble, un service marché qui va monter un marché qui soit dans le cadre des marchés publics mais un petit peu hors cadre, mais il faut quand même rester dans quelque chose qui va fonctionner avec le cadre des marchés publics, d'avoir des élus qui valident des critères pour que l'offre elle soit vraiment mieux disante et pas moins disante, etc., etc. Et donc dans le cadre des déchets aussi travailler avec des sociologues, on l'a dit hier, qui vont pouvoir réfléchir sur cette espèce de normativité qui fait qu'on amène à des changements de pratiques, parce qu'en fait, même des prestataires tout seuls dans leur coin, ou même à plusieurs dans leur coin, il faut qu'ils aient le lien aussi avec les usagers du service et leurs pratiques et leur mode de consommation, et voilà, c'est pour ça. Il y a également un enjeu du coup de favoriser la discussion avec les entreprises en amont, du coup de s'ajuster à leur capacité d'innovation, voilà. Ouais, c'était le fameux sourcing. Et même du coup, ces prestataires-là, effectivement, sont pas nécessairement des prestataires aujourd'hui qui ont des notions de FC non plus. Et il y en a qui essayent de travailler à ça, mais ça veut dire renouer ou nouer tout court des partenariats avec des concurrents, parce que c'est qui va aujourd'hui, c'est qui va aller chercher les tonnes à ma place en fait. Et donc voilà, sortir de cette logique-là, ça demande du travail sur les territoires pour repérer les entreprises, les mettre en relation, trouver les bonnes personnes qui ont envie de travailler comme ça. Voilà, donc ça demande du temps. Merci Marie. Je peux vous interpeller. En fait, moi, j'entends deux choses. Nous, il faut savoir qu'un entrepreneur, on est seul sur les déchets. On est vraiment très seul. On a une collectivité qui, effectivement, a plutôt bien travaillé avec les particuliers. Moi, en tout cas, je le vis chez moi. Pour nous, c'est interdit d'aller à la déchetterie. On est obligé de prendre une société privée. Moi, ça ne me dérange pas. Encore faut-il que les sociétés privées soient capables de venir chercher certains déchets. Donc il faut savoir que ce qu'on appelle tout ce qui est externalité, fin de lieu, etc., c'est qu'en fait, moi j'ai des déchets qui m'arrivent des fabricants,
J'ai là un exemple concret. J'ai de la mousse qui est très pressée, qui est compressée plutôt, et je ne sais pas quoi en faire. Personne n'en veut. J'ai des volumes, des petits volumes. Ça n'intéresse personne. Il faut des énormes volumes pour trouver justement un prestataire. J'entasse. Actuellement, j'entasse dans un local. Je ne sais pas quoi en faire. Personne n'en veut. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, j'aurai peut-être un Messi. Je ne sais pas, quelqu'un viendra avec une benne, je ne sais pas. Mais... Donc, aucune filière est prévue à mon niveau. Les fabricants ne sont surtout pas là pour nous aider. C'est pas leur problème en fait. Ils nous donnent des déchets, nous on reste avec. Donc j'ai réglé le problème du polystyrène. Je l'ai réglé parce que je connais quelqu'un qui prend ça. Donc il en fait des plaques B13, peu importe, mais ça repart en Chine. Donc ça va. Lui, il m'a réglé ce problème-là. Mais encore faut-il, c'est un coût aussi pour les entreprises. Et je crois qu'il y a un problème là. Il y a un vide. C'est pour ça que je vous dis au niveau des collectivités. Moi, ce sont des clients, donc je les connais bien aussi. Mais voilà, on n'existe pas vraiment, quoi. C'est-à-dire, moi, je pars d'une page blanche. Quand j'ai créé, ça veut dire que c'est à moi de tout faire. Et personne nous aide, en fait, sur des territoires. Il y a vraiment... Et ça, moi, j'aimerais qu'on se pose des vraies questions là-dessus. Là, on parle beaucoup de particuliers, mais moi, je suis aussi particulier. Et moi, ça va. Donc, personnellement, ça va, mais je ne vais pas prendre le week-end une remorque pour aller mettre du polystyrène, vous voyez. Voilà. Il y a un enjeu. Peut-être juste pour vous répondre très rapidement, en fait, aujourd'hui, la gestion des déchets qui revient aux collectivités, c'est la gestion des déchets des ménages. Et du coup, dans la réglementation, chaque usager qui se défait d'un bien, et donc qui devient un déchet, est responsable du traitement de ce déchet-là. Et donc, a fortiori, les entreprises qui sont personnes physiques ont la responsabilité de la gestion de leurs déchets. Donc, il y a des collectivités qui vont aller juste à certains points pour collecter les déchets des entreprises, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, du coup, je suis d'accord avec vous qu'il y a un vide pour les professionnels et qu'il y a là encore du travail à mener, mais ça ne revient pas nécessairement aux collectivités de les collecter. Et c'est une bonne illustration, en tout cas, de ce qui se joue. On ne peut pas parler forcément d'une trajectoire d'innovation, mais la tension ou la coopération possible avec les fabricants d'un côté, le territoire de l'autre. Voilà. Moi, j'ai fait une vraie démarche RSE, puisque je suis labellisé ISO 26000 depuis très longtemps. Ça fait 2 fois 3 ans, ouais, au moins. Et en fait, je me dois. Je me dis, mais je dois le faire. Mais je ne sais pas comment faire. Il n'y a personne qui m'aide, en fait. On en reparle. C'est ça. On va te proposer, Thierry, du coup, d'apporter un éclairage sur... ça a été évoqué à différentes étapes des témoignages. Le rôle des accompagnants ou des accompagnateurs. Quels dispositifs de soutien sont possibles pour ces accompagnants ? Alors, je parle là, en fait, sur la base de ma propre expérience d'accompagnateur. Je peux raconter ce que ça fait, ce que ça me fait à moi, ce que ça a bougé chez moi. Et puis aussi sur la base des formations et de la communauté d'accompagnateurs qui est née en début d'année, là. Donc avec une expérience assez courte, mais quand même qui raconte des choses. Et peut-être avant de parler des dispositifs... je voudrais dire un mot de ce que, à mon avis, ça fait bouger du côté des accompagnateurs. Et peut-être pour dire que quand on accompagne des structures ou des territoires dans des trajectoires EFC, en fait, ça engage les accompagnateurs dans une trajectoire professionnelle et innovante. Parfois, malgré soi, on ne s'en rend pas forcément directement compte. Et on est en réalité embarqué dans quelque chose qui bouscule les personnes et les professionnels. Et cet ébranlement, moi je le vois sur 3 registres. Le premier, c'est la nécessité de passer d'une logique de conduite de projet à une logique de conduite de trajectoire. Donc on est classiquement sollicité par des entreprises dans une recherche d'une solution. Autrement dit, dans l'identification d'un état final qu'on doit obtenir. Et l'enjeu, c'est de passer d'un état A, celui dans lequel est l'entreprise, à un état B qui serait l'idéal de la situation. Et toute la dynamique, le cœur même de l'accompagnement en matière de FC, c'est de lâcher cette idée qu'il y a un état final
Et c'est plutôt de construire cette trajectoire avec les acteurs. Alors, l'entreprise qui nous a sollicité quand c'est ça la porte d'entrée, et puis assez vite, d'autres partenaires autour qui vont être aussi acteurs de cette trajectoire, dans une perspective où il n'y a pas d'état final et où on doit avancer progressivement. Donc ça, c'est une première transformation importante. Et dans le titre, vous faites apparaître la question du collectif. Je pense que là aussi, ça engage les accompagnateurs à passer d'une pratique assez solitaire, c'est le mot que Romain a utilisé tout à l'heure, et je vois bien à quoi il renvoie, à quelque chose d'un peu plus collectif, parce qu'en réalité, cette trajectoire, elle ne peut pas se construire par l'accompagnateur tout seul. Donc on est bien engagé dans quelque chose de collectif qui est assez nouveau en réalité. Peut-être le deuxième registre que je vois... qui fait bouger le métier et qui engage les professionnels, c'est la question de l'articulation des disciplines. En fait, accompagner des structures dans des dynamiques EFC, c'est s'appuyer sur un référentiel qui, en fait, lui-même fait appel à des disciplines différentes, à l'économie, à l'ergonomie, à la psychodynamique du travail, entre autres. Et évidemment, aucun accompagnateur au départ ne maîtrise ces trois disciplines. Et enfin, personne ne les maîtrise jamais complètement parce qu'en plus, elles sont vivantes. Donc elles bougent, il y a des nouvelles questions qui apparaissent. Donc on est tous pris dans un truc qui est je devrais maîtriser tout ça et je ne sais pas très bien le faire. Donc là aussi se pose la question du collectif à deux échelles. La première, c'est dans l'intervention, dans l'accompagnement, avec qui j'y vais pour essayer de croiser des disciplines, des connaissances et de faire des compétences nouvelles ensemble. Ça, c'est tout l'intérêt d'intervenir et d'accompagner à plusieurs. Et puis plus en retrait de l'intervention, plus globalement, c'est quoi les dispositifs qui permettent de continuer à s'acculturer, à comprendre, à confronter ce qu'on a vécu dans l'action à ces questions disciplinaires. Voilà, c'est le deuxième registre. Et le troisième, après j'ai fini, puisqu'il y en a peut-être d'autres, mais je m'arrêterai là. Le troisième registre, à mon avis, porte sur le modèle économique même des structures des accompagnateurs. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on perçoit comme ça de prime abord, mais en fait, on s'engage dans un accompagnement de trajectoire. Ça veut dire que on a besoin d'affiner notre proposition de valeur, on a besoin éventuellement même de la remettre en cause, de rediscuter de sa pertinence en cours de réalisation. Donc on est confronté à cette question-là, et puis on est confronté à toute la question de la forme de contractualisation, avec un constat qu'on fait tous, sans pour autant qu'on trouve forcément des solutions si évidentes que ça, qui est que la contractualisation sous un format jour homme ou femme, c'est en réalité en tension avec ce qu'on essaye de faire, puisque justement on n'a pas une trajectoire balistique, on n'a pas un chemin tout droit qu'on pourrait anticiper, et on pourrait dire à l'avance ça va mettre 3, 4, 5, 10, 15, 20 jours pour faire ce truc-là, alors qu'on s'engage soi-même dès le départ dans un truc qui va bouger, qui va avoir le souci de la prise en compte de tout un tas de trucs qui vont apparaître en cours d'accompagnement et qui vont modifier et le contenu et la durée de cet accompagnement. Donc on est tous là convoqués à quelque chose qui est comment on sort d'une forme de contractualisation, de conventionnement classique. Voilà, pour moi c'est ça les trois registres. Et là aussi, pour revenir à la question collective, je pense que cette question, elle ne peut pas se traiter chacun dans son coin. On voit bien comment le modèle dominant, il est tellement pesant, tellement installé, que discuter comme ça de prime abord avec une entreprise sur non, on va pas compter des jours, on va discuter de la dépense acceptable. Comme ça, pour ceux qui s'y sont essayés, comme ça de prime abord, je veux dire, c'est quelque chose qui est inaudible. Donc comment on installe les choses progressivement, y compris dans l'intervention, y compris dans l'accompagnement, comment on essaye de discuter de ces questions-là avec l'entreprise. Là aussi, on a besoin de le faire collectivement, et on a aussi besoin de dispositifs
en retrait de l'intervention dans lesquelles on peut partager avec des collègues, avec d'autres, ce qu'on essaye de faire. Et il y a des exemples de collègues qui trouvent des façons de contractualiser innovantes qui sont intéressantes à partager. Je termine juste là-dessus. Non pas comme des modèles directement à reproduire, parce qu'on est toujours dans la même difficulté ou dans la même richesse plutôt, d'avoir à faire du singulier, du sur-mesure à chaque fois, mais plutôt comme une façon de pouvoir s'inspirer de l'esprit dans lequel la discussion s'est installée sur cette question. Merci Thierry. Alors pour faire un peu avant d'ouvrir peut-être au champ des questions avec la salle, pour moi, alors, la question de trajectoire, on l'a bien senti là autour de la table, pour le coup, particulièrement pour ce que disaient Marie et Philippe, sur le fait d'avoir un état où justement la dimension programmatique elle est mise en échec, ça marche pas, c'est-à-dire de reproduire comme ça un peu automatiquement des schémas passés. On est confronté à là ça frotte. Philippe cherche pas à devenir un constructeur, enfin, ou un fabricant, ou à l'échelle des fabricants. Il dit non, là il y a un problème d'ancrage, il y a un problème de relation en fait, de service, et donc ça demande de changer, de rompre avec une orientation initiale. Et du coup ça se joue aussi du côté des accompagnateurs, et on comprend pourquoi on a besoin de l'épaisseur, notamment de communautés, ce que tu disais Élodie, c'est-à-dire aussi d'espaces un peu hors champ où on se dit mais mince, qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que c'est toujours un truc. Moi, j'aime bien quand même revenir sur le fait que la rupture qui est engagée derrière l'EFC, c'est pas une petite curiosité pour aller voir un petit truc, un modèle à la marge. Dans le cooptère, dans l'espace recherche, il parle de rupture épistémologique, c'est-à-dire des ruptures fortes du point de vue de la théorie, là, de ce côté-là, on pourrait dire, ou des concepts. Mais c'est aussi une vraie rupture culturelle, apprendre autrement. On se disait hier avec Philippe comment on est confronté aussi au fait que les salariés eux-mêmes, ils ont dans leur tête quelque part ce modèle-là. Et donc tous nos interlocuteurs, le gestionnaire de marché, le citoyen que l'on est tous, on est pris par ce truc-là. Donc c'est pas une petite rupture qui est derrière, c'est vraiment un saut extrêmement important. D'où l'intérêt aussi de faire résonner ces différentes échelles et de les articuler comme ça. Et donc c'est justement abandonner l'idée d'une maîtrise, pour reprendre ce que tu disais, c'est-à-dire où à l'avance on saurait le résultat. C'est pas un petit abandon, c'est pas juste des mots, c'est une expérience quand même assez troublante. D'où le besoin d'espace, de plein d'espace en fait pour s'étayer là-dessus. Et du coup, cette dimension d'innovation, c'est mesurer que derrière, on pourrait dire les chemins qu'on arrive à trouver en début de trajectoire ou en cours de trajectoire, en fait, il y a un mouvement beaucoup plus important. Et les universités dans lesquelles on est, c'est justement un espace où ça permet de voir que ça bouge pas que pour Philippe, que pour Élodie, que pour Marie ou pour les accompagnateurs du groupe que tu animes, mais ça bouge pour un ensemble. Et avec le besoin de, effectivement, construire la connexion, le lien entre ces différents ensembles pour que ça aille aussi dans un sens où on sait à peu près tous ce qu'on abandonne, mais la projection elle est beaucoup plus difficile. Donc comment on fait une trajectoire collective qui du coup soit cohérente, soit pertinente et articulée entre elles. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse vous passer la parole et qu'on puisse accueillir des questions qui viendront enrichir ces échanges. Merci beaucoup, merci à vous tous pour ces interventions extrêmement éclairantes. Mireille Alphonse, alors moi j'ai 2 casquettes ici, c'est au nom de ces 2 casquettes que je souhaite intervenir. Je suis à la fois accompagnatrice cooptère et adjointe au maire dans une grande ville de la banlieue parisienne. Alors en tant qu'accompagnatrice, je voulais te remercier Thierry, parce que tu as dit très fort au micro des choses que l'on vit tous et toutes en tant qu'accompagnateurs, à savoir cette tension personnelle en fait, quelles que soient les structures qui sont les nôtres, dans lesquelles on est sur les trajectoires EFC. Et ça, je pense que c'est un sujet de réflexion qu'on n'a pas fini de poser et de travail qu'il va falloir qu'on mette en commun avec les pilotes, avec nos grands bailleurs. Donc merci à toi. Et sinon, la question, c'était par rapport à l'échange entre Philippe Glorian et Marie Papin. Là, c'est plutôt l'adjointe au maire qui parle. En France, on a un travers
qui est les entreprises. Quand on parle entreprise, on parle grande entreprise. Et donc, par rapport à leur déchets, les grandes entreprises, pardonnez-moi, je vais être vulgaire, mais les entreprises n'ont qu'à se démerder. Et je pense que la communauté que l'on est a à bousculer les cadres et à obliger de regarder que certaines règles sont inefficaces. Les collectivités ne peuvent plus juste dire « ça n'est pas à nous de nous occuper des déchets des PME ». Parce que les PME sont les entreprises majoritaires sur le territoire et donc en tant que telles, même d'un point de vue un peu caustique, elles produisent beaucoup de déchets. Et donc c'est notre devoir, je pense d'une certaine façon, en créant des communautés et des partenariats, de se dire on ne peut pas juste en rester aux règles existantes, mais il faut qu'on imagine des solutions pour que Philippe soit pas obligé de se dire qu'est-ce que je vais faire avec ma mousse compressée dans mon entrepôt, quoi, parce qu'à un moment donné, de toute façon, l'entrepôt, il va déborder. Donc, ces questions-là, on doit les mettre en débat aussi. J'ai envie de lui dire on prend plusieurs questions et puis après, je vous répondrai. Oui, merci beaucoup. François Johnston, je m'occupe dans le groupe Michelin de la division Tire as a Service, donc Product as a Service. On vend des kilomètres, on ne vend pas des pneus. Et je voudrais réagir. Alors, je suis très heureux d'entendre tous les échanges qu'on a entendus ce matin. Je voudrais juste réagir sur les points du jargon qu'on employait tout à l'heure, où la terminologie et la différence observée, tout à fait réelle, entre les terminologies qu'on peut entendre dans certains environnements et les terminologies dans l'entreprise. En fait, au-delà des mots, j'observe une énorme similitude sur les leviers d'activation de ces modèles de fonctionnalité dans des entreprises, avec des mots très différents, mais l'engagement du dirigeant qu'on évoquait tout à l'heure, la nécessité de changer la culture des équipes, la nécessité d'activer un écosystème de partenaires. Tous ces éléments-là, on va le dire nous avec des mots différents, l'écoute du client, qui pour nous va tomber dans un vocabulaire très marketing, d'insight et d'études. En fait, tous ces leviers-là sont exactement les mêmes. Simplement, la terminologie utilisée peut être extrêmement différente. Et ce qu'il faut aussi comprendre pour un grand groupe industriel, c'est la difficulté extrême à changer une chaîne de valeur. Quand vous êtes sur une chaîne de valeur industrielle de type take, make, waste, je prends de la matière première, je la transforme, je la mets sur le marché, passer sur une économie fonctionnelle et mettre en place un business model fonctionnel où vous vous engagez sur un résultat est une transformation culturelle extrême. Voilà, donc simplement, je voulais apporter ce témoignage-là pour vous dire que ce qu'on vit dans une grande entreprise, on va retrouver certaines modalités que vous évoquiez ce matin, qui sont identiques, mais qui vont s'exprimer de façon, avec une terminologie très très différente. Je pense qu'il faut aller au-delà de cette problématique de mots. On va retrouver les mêmes dynamiques à l'œuvre. Merci. Antoine Carton, de Stratecom, pardon. Moi, c'est une question assez naïve. Vous faites souvent référence à un référentiel UFC en tant qu'accompagnateur. Est-ce que c'est un terme qui donne un cadre de pensée ou est-ce qu'il existe formellement un référentiel UFC d'accompagnement ? Bonjour, je m'appelle Pierre Wolf, je vous laisse digérer la question. Avant de réagir, moi je suis content d'entendre monsieur de chez Michelin dire qu'il y a une recherche chez Michelin, mais il y a un moment que vous vendez du kilomètre et pas du pneu, on a compris ça. Cela dit, il me semble quand même que l'objectif final de l'économie de la fonctionnalité, c'est de sortir d'un système qui nous amène aux limites de la viabilité de la biosphère. Donc les espèces vivantes, la planète se démerdera très bien de la disparition de l'être humain. C'est de ça dont il est question. Et il me semble quand même, à moins que j'ai loupé quelque chose sur l'évolution de Michelin, que votre but, c'est quand même de vendre pas mal de kilomètres. Or, la réalité aujourd'hui, des contraintes du monde, c'est qu'il faut arrêter de vendre des kilomètres et les réserver aux usages stratégiques.
Donc voilà, si on est d'accord que la fonctionnalité peut être partagée et que les mots sont les mêmes, à mon sens, il y a quand même cette petite dimension-là dont je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement intégrée par les actionnaires et le top management de Michelin. D'accord. Donc, peut-être pour répondre, alors je ne sais pas si on commence par la question du référentiel quand même pour. Alors, non mais parce que c'est un peu dans ce que disait Thierry, c'est-à-dire il faut se méfier d'un truc, c'est-à-dire il n'y a pas sur une bibliothèque quelque part dans les bureaux de l'Institut ou d'Athémis un bouquin qui serait le référentiel figé de l'UFC et il suffirait de l'ouvrir et de regarder à la page 25 pour savoir comment on traite une externalité. C'est tout. En fait, le référentiel. Alors nous, des fois, on parle aussi. Enfin, il y a le référentiel d'un côté, mais il y a cette question de doctrine qui est quand même importante. Mais moins que l'objet, je fais un parallèle avec le territoire. Moins que l'objet, en fait, c'est la dynamique de construction. Le référentiel, il sera jamais fini. Donc, je casse tous vos espoirs tout de suite. Il sera jamais terminé. Il y a bien des documents qui circulent dans plein de versions différentes où on parle de référentiel de l'UFC, et qui sont en fait des matériaux toujours en travail. Et c'est pour ça que c'est perturbant. On aurait envie qu'il y ait le guide de l'UFC, mais c'est antinomique avec ce qu'on cherche à faire. Donc, le référentiel de l'UFC, il y en a un, il est en permanence en vie, en permanence au travail, en permanence activé. Et d'ailleurs, il n'y a pas un dépositaire de ce référentiel. On en est tous en tant que communauté, quelque part, les acteurs, les activateurs, ceux qui le révisent, qui le font, qui prennent sérieusement, par contre, ça c'est important, qui prennent sérieusement et avec beaucoup de rigueur ce que ça veut dire de travailler un référentiel. Donc c'est pas une réponse pour esquiver l'affaire derrière ça, mais c'est pour dire, pour avoir accès au référentiel de l'UFC, il faut être dans les espaces comme on est là, il faut être justement dans les clubs, dans les espaces où on discute de ce référentiel, il faut le tester, le mettre en pratique, le discuter, revenir de manière réflexive, et c'est pour ça que l'idée d'espace accompagnateur, c'est aussi une idée de pas simplement accéder, participer à faire vivre le référentiel. Ça, c'est un point extrêmement important. Et je fais le lien avec le territoire, parce qu'on a la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend un territoire comme un espace figé, délimité, ou est-ce qu'on le prend à partir de questions qui sont situées quelque part, qui sont ancrées dans une histoire, qui se construisent par un collectif d'acteurs qui se côtoient, qui vivent ensemble, qui partagent des histoires, des représentations, des repères. Et en fait, ce qui fait... Il y avait un livre en 2007, je crois, qui s'appelait « Territoire, territorialité, territorialisation ». En fait, c'est plus qu'est-ce qui fait territoire. Comment, aux universités l'année dernière, Julien Anda disait ça, le territoire, c'est l'action qu'il construit. C'est une construction collective, le territoire. C'est pas d'abord l'objet. Et donc, on a la même chose. Le référentiel, c'est pas un objet qui serait quelque part sur une armoire comme ça. C'est la construction c'est ce travail de construction du référentiel qui est derrière. Alors maintenant que j'ai fait la boucle sur le référentiel qui était attendu, peut-être pour les questions, il y avait Philippe, tu étais chaud pour y aller. Et à moins que tu voulais redire un mot sur le référentiel, peut-être Thierry. Non, ouais, juste un mot, mais on ne va pas passer la matinée dessus. Mais quand même, c'est un point très important. Et tu l'as dit, Romain, donc je vais être rapide. Pour moi, c'est quelque chose de très vivant, le référentiel. Donc c'est quelque chose qui bouge, qui est réinterrogé, et à la fois dans des éléments de concept, donc des questions, qu'est-ce que c'est que l'évaluation, par exemple, des choses comme ça, ou des éléments aussi de méthodologie. Ça veut dire quoi ? C'est quoi les dispositifs qu'on met en place ? Quelles méthodes on utilise pour réaliser des accompagnements ? Et puis il y a toute la question des dispositifs institutionnels qui sont eux aussi remis en question, rediscutés. Tout à l'heure, mon voisin a évoqué la question de la réflexivité. Ça suppose des dispositifs, et ça aussi, c'est réinterroger, retravailler. Et c'est pour ça que la question des communautés professionnelles qu'on évoquait tout à l'heure, elle n'est pas à sens unique. C'est-à-dire, c'est pas uniquement un endroit où on vient se ressourcer en tant qu'accompagnateur. C'est aussi un endroit où on contribue à ce travail-là, à cette vie du référentiel. Et cette boucle-là, elle est extrêmement importante. Vous voyez comment là aussi on rentre dans des enjeux un peu de coopération entre nous. Sur à la fois, on a besoin de ces espaces pour être soutenus personnellement dans notre professionnalisation de chacun.
Et aussi, on a besoin de ces espaces pour alimenter la réflexion plus commune et la manière dont ce référentiel évolue et se partage avec d'autres acteurs. C'est pour ça aussi, je termine juste là-dessus, que la question, elle se pose de la manière dont les communautés se parlent entre elles. On a besoin de communautés d'accompagnateurs parce qu'il y a des questions professionnelles qui doivent être discutées, travaillées entre pairs, mais on a aussi besoin de discuter avec des communautés d'autres acteurs. On a besoin de discuter avec les communautés des animateurs de clubs. On a besoin de discuter avec des communautés d'entreprises. Les communautés doivent se parler. Et pour moi, c'est ça le rôle essentiel de l'Institut et des clubs dans cette affaire. Et il y a un enjeu dans la suite de l'histoire pour nous à renforcer et à soutenir cette capacité aux communautés de se parler. Et pour moi, c'est le rôle clé de l'Institut dans cette affaire. Alors, juste un petit doute qui me traverse. Il faut quand même dire qu'il y a quand même des choses qui sont construites, stabilisées. Il y a quand même des éléments qui se solidifient au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un truc vivant qu'en même temps, on ne serait jamais sans repère. Il y a bien des choses qui sont solidifiées, et vous les entendez, c'est quand on parle externalité, ce que c'est le modèle économique, enfin, il y a quand même des choses qui sont un peu solidifiées. C'est pour pas donner l'impression que ce serait un truc qui serait qu'en mouvement et qu'il n'y aurait jamais un moment de sédimentation. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas de référentiel chez moi. J'ai aucun bouquin sur l'étagère de FC. Mais en tout cas, je sais que mon parcours serait différent si je n'avais pas fait le FC. En tout cas, ça c'est certain. Puisque Romain le sait très bien, tu m'accompagnes depuis longtemps. Et c'est vrai que je pense en tant que dirigeant, on se pose des questions qu'on ne se posait pas. Moi, je ne me les posais pas auparavant. Donc c'est pour ça que, oui, il faut accompagner. C'est important, et c'est vrai que voilà, je voulais vous dire ça parce que je trouve que les trajectoires sont complètement différentes parce qu'on se pose des vraies questions. Concernant les collectivités, moi j'ai vu l'évolution des territoires, je l'ai vu chez moi. Les communautés de communes, c'est un vrai progrès pour les entreprises. Moi je fais partie d'une communauté de communes et je suis sur une zone d'activité, donc c'est très très bien. C'est plutôt bien géré. J'ai rien de négatif là-dessus. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de rencontre. Je pense que nous, on est mauvais aussi, puisqu'on est tous impliqués normalement. Mais on est tous solo dans une zone d'activité, en fait. C'est rare qu'il y a des... Alors, je ne vais pas parler de clubs, mais je vais parler ou d'associations. Je pense qu'on doit être tous un peu initiateurs de ça. Je pense qu'on est tous mauvais là-dessus. Donc peut-être dans des régions, ça marche mieux que d'autres, il paraît. Il y a des régions qui sont vraiment très performantes sur ce sujet. Nous, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc je pense que, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, certains déchets, c'est qu'en fait, du coup, comme on ne se parle pas, on connaît pas, la collectivité ne connaît pas vraiment nos besoins, nous, on ne les exprime pas. Donc en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a encore un chemin, un long chemin peut-être. Merci. Non, c'était peut-être juste pour terminer, rebondir sur plusieurs témoignages, c'était juste de dire que on est encore beaucoup dans des espèces de défiance, et je pense que c'est un vrai enjeu enfin on l'a dit et on a tous dans la salle, je pense, cette envie-là, de changer notre relation à l'autre et de faire d'un partenaire quelqu'un qui avance avec nous. Et cette défiance vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des territoires, on la ressent aujourd'hui encore, et je pense que c'est un enjeu de changer sa façon d'être avec les gens. Du coup, je termine ou même pas? Si, je peux? Ok. Sur cet aspect de comment est-ce qu'on fait communauté, comment est-ce qu'on s'entraide entre nous et comment on décilote. Un exemple concret d'un dispositif qu'on a fait émerger en Occitanie, qui est issu de discussions en fait en mode World Café. Donc c'est des espaces d'intelligence collective où on rassemble les acteurs, nos acteurs institutionnels, partenaires financiers, ADEME Région, développement économique, où on rassemble les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs, où on rassemble les accompagnateurs en économie de la fonctionnalité, donc l'ensemble des 3 grands collèges de la communauté de terre de FC Occitanie. Et on fait un travail d'expression des besoins pour construire un projet de club.
Et dans le cadre de ce processus-là, a émergé un dispositif qu'on a appelé les causeries de l'EFC, où en fait, les gens disaient... alors, on se retrouve sur des temps très formels avec un gars comme Romain, vous voyez, qui est extraordinaire, mais on aimerait bien aussi avoir des moments peut-être un peu moins informels, mais où on ne boit pas que des bières. C'est sympa la bière, mais ça ne suffit pas. On peut le faire en dehors d'eux. Donc, il faudrait qu'il y ait une raison à ce que le club puisse animer quelque chose, que ça ait du sens. Et donc, on a appelé ça les causeries de l'économie de la fonctionnalité, où en fait, chaque mois, un dirigeant vient parler d'un sujet qui l'anime, la raison d'être. Le prochain cycle, c'est la coopération. Et il partage son expérience. Et il n'y a pas de sachant, il n'y a pas de garant du référentiel plus qu'un autre. Là-dedans, en fait, on est tous égaux les uns avec les autres. Et on écoute, et après on a un temps d'échange de comment ça fait écho dans nos propres pratiques, comment est-ce que ce que j'entends, ça m'inspire. Et donc il y a un processus comme ça de partager ce fameux référentiel commun, et puis de s'entraider aussi. Et sur un processus avec une avocate qu'on accompagne dans l'association, c'est une avocate en droit social. Et je donne un exemple concret parce que c'est important. Une avocate en droit social qui en a ras-le-bol, qu'on l'appelle quand c'est le bordel. C'est-à-dire quand ton patron de boîte, il est au prud'homme et il se dit comment je fais, c'est un peu trop tard en fait, ça aurait bien que tu m'appelles il y a 6 mois quand tu as rédigé le contrat de travail. Et donc elle est en train de faire évoluer son offre, et sur une des premières causeries, elle affirme. Et c'est un gros travail pour elle. De 2 ans, elle affirme ce qu'elle veut être demain comme métier d'avocate. Et puis, à la séance d'après d'une causerie, elle dit, bon, alors, grâce à tout ça, j'ai trouvé parmi les adhérents quelqu'un qui veut bien être un bêta-testeur de ma nouvelle offre. Et là, on se heurte au modèle de revenu. Et puis, on est en mode apéro à ce moment-là. Et puis, je leur dis, il y a quelqu'un qui aimerait qu'on file un coup de main, là, Emmanuel et Delphine, sur cette histoire de modèle de revenu. Ah ouais, moi je veux bien. Et donc on monte un petit groupe de travail là, avec une outil qui s'appelle le co-développement, enrichi des lunettes de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Sinon, il faut bien qu'il y ait un référentiel de pensée pour soutenir l'intelligence collective, sinon on peut faire un peu n'importe quoi parfois. Et donc se rassemblent des acteurs adhérents pour filer un coup de main. Et puis on est vraiment là pour filer un coup de main, c'est-à-dire que on se dit, tiens, c'est un acte de pur don pour un des membres de notre association. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement, évidemment, Delphine et Emmanuel vont arriver à cheminer dans leur processus de comment on va réussir à contractualiser, parce que riche des expériences de chacun, d'un retour, parfois on est très ambitieux, et puis cool, petit à petit, on est sur une trajectoire, hein, donc t'es pas en train de vendre la performance d'usage, mais c'est pas grave, le chemin est plus important que le livrable finalement. Et puis quand on fait un temps d'échange sur comment c'était pour ceux qui étaient là pour donner, c'est ça qui est magique en fait. C'est que ça a été autant inspirant pour eux, qui étaient censés être là dans un pur don, que pour ceux qui étaient là pour recevoir. Et il y a vraiment quelque chose que je crois que c'est le rôle, hein, quand je disais mettre de l'âme dans ce que l'on fait, c'est vraiment comme ça, animer des communautés qui s'entraident dans une trajectoire où effectivement on est tous un petit peu détendeurs d'un bout du référentiel. Merci pour ces réponses, ces éclairages.